Et bonjour à tous, oui je sais, ça vous avait manqué les interviews d'auteurs ou d'autrices. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vous l'avais dit sur le Discord communautaire, je reçois donc Chloé Chevalier, à laquelle vous avez posé quelques-unes de vos questions, mais que l'on abordera en fin d'interview, avec à la suite donc de diverses questions que j'ai préparées. Donc Chloé Chevalier, eh bien, autrice donc du roman, de la saga de romans même Véridienne, qui se passe dans le royaume du Demi-Loup. C'est aux éditions Helios. Je vous mettrai tous les liens évidemment en description de la vidéo, vous retrouverez tout ça. Mais on va vous parler un petit peu de tout l'univers, la création, le world building, de personnages, etc. avec la première concernée justement, qui est justement avec nous. Donc bonjour Chloé Chevalier, merci beaucoup d'être là. Ça fait très plaisir. Bonjour, merci pour l'interview. Et je t'en prie, ça me fait très plaisir de recevoir des auteurs justement parce que je pense que nous en tant que rôlistes, du moins pratiquants de JDR, on a beaucoup à apprendre d'auteurs, d'autrices, de créateurs d'imaginaire. Bon, alors avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet concernant le roman et la saga et l'univers du Demi-Loup, qui est Chloé Chevalier avant d'être autrice, avant d'être créatrice d'univers? Alors que dire, j'ai 34 ans, je vis à Grenoble, depuis pas longtemps parce que sinon j'ai vécu en Suède toutes ces dernières années. Ce que j'aime dans la vie, je monte beaucoup à cheval, je fais du tir à l'arc, je fais de l'escrime ancienne, ou AMHE pour ceux qui connaissent. Je vais beaucoup au cinéma, je lis. Ça paraît évident, voilà, pas que de la science-fiction et fantasy, hein, ça se dit vraiment très éclectique. Et, j'aime bien la randonnée, l'escalade, la montagne. Ça, c'est pour mes passions, on va dire. Et sinon, je suis romancière et scénariste de cinéma, plutôt pour le cinéma d'auteur. Et j'ai aussi une boîte de prod avec 2 autres collègues producteurs qui s'appelle Les Films d'Argile, dans laquelle je bosse pas tant en tant que productrice, mais en tant qu'accompagnatrice des jeunes auteurs, ou moins jeunes d'ailleurs, dans l'écriture de leur scénario. Donc j'ai assez l'habitude d'accompagner les processus d'écriture, quand les gens sont bloqués, quand faut refaire une énième version pour une énième commission, voilà. Donc oui, c'est plutôt une boîte de cinéma d'auteur. Le film que vous avez peut-être pu voir passer, c'est Un violent désir de bonheur, qui est un long métrage qui se passe pendant la Révolution française, qui était à Cannes en 2018, et dont j'étais co-scénariste. Voilà, dans ma présentation. Ça ne chôme pas. Ouais. D'accord, donc c'est impressionnant, tu ne te cantonnes pas du tout simplement à l'écriture. Et du coup, justement, alors là, plus dans le côté de l'autrice, du coup, ce goût de l'écriture, du coup, c'est venu comment, on va dire? Quelle a été l'étincelle qui a mis feu? Ça date vraiment du lycée, en fait. Je faisais beaucoup de théâtre avec mes amis. Et petit à petit, de fil en aiguille, on s'est mis à vouloir jouer nos propres histoires. Et donc à tourner des films pendant les vacances, vraiment en mode très amateur, avec caméscope et tout. Et en fait, c'est moi qui écrivais les scénarios. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai mis un pied dans l'écriture. C'est pour juste avoir des histoires, pour ensuite s'amuser, parce que là, ça n'avait rien de professionnel, c'était vraiment juste pour le plaisir du jeu, s'amuser à tourner ces histoires. Donc au début, c'était, comme je faisais du grec ancien, j'aimais beaucoup, j'ai fait beaucoup d'adaptations de tragédies grecques, de Sophocle, de Euripide, qui étaient, on va dire, très remaniées, et puis transposées dans des contextes qui étaient faciles à tourner, avec pas beaucoup de gens et pas beaucoup du tout de moyens. Mais voilà, c'est vraiment par ce biais-là que j'ai mis le pied dans l'écriture. Puis au bout d'un moment, les tragiques grecs, on avait fait le tour, et j'ai écrit, pour le tourner, un petit film, qui a quand même duré 1 heure, qui s'appelait Les femmes du Demi-Loup. Donc on a tourné ça quand on était en terminale. Et le film était plutôt chouette, en tout cas de notre point de vue de l'époque, et ensuite j'ai décidé d'en faire un roman. Et au début, c'était vraiment limite pour faire plaisir aux copines qui avaient tourné dans le film. Et puis finalement, en fait, l'écriture me plaisait bien, le résultat avait l'air de quand même plutôt parler aux gens à qui je le faisais lire, puis c'est devenu sérieux en fait. Et avec les années, comme souvent, l'intrigue qui devait être un peu petite a pris beaucoup d'ampleur, c'est devenu une série, et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé à le faire publier. Et c'est devenu cette série de romans qui s'appelle Récit du Demi-Loup, qui est publiée là chez les Moutons Électriques depuis 2015. D'accord, ok. Et alors du coup, est-ce que c'est, juste question comme ça à la volée, est-ce que ces fameux, comment dire, tout ce que tu as tourné, etc., pour l'amusement et tout, il y en a encore des traces, ou malheureusement ça s'est perdu dans les méandres de... Ah non, j'ai tout gardé. Ah, incroyable.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui, j'ai tout, tout, tout. Mais parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre. Oui, c'est Mais, ça. Ah oui, donc après, voilà, je les diffuse pas trop, mais enfin, oui, ça oui. reste des spectacles. Mais ouais, bien sûr, donc c'était des expériences. Pour moi, c'est ça aussi qui fait qu'après, de fil en aiguille, je suis allée faire des études de cinéma et faire le Mhm. métier que je fais aujourd'hui. Donc, voilà, c'était les loisirs de lycée qui sont devenus sérieux petit à petit. Ah, c'est bien. Donc, oui, ça, c'est vachement sympa parce que du coup, ça fait vraiment une continuité avec une sorte de passion. Ah, mais Et totalement, c'est. totalement. J'en ai vraiment la chance d'avoir réussi à, pour l'instant, en tout cas, vivre à peu près de ma passion de, de longue date. C'est assez fluide en plus, ouais, c'est vraiment la transition, ça a transitionné de manière assez fluide, j'ai l'impression et tout. Totalement. Oui, oui, c'est ça. C'était vraiment un amusement qui est devenu un amusement sérieux, qui est devenu une tentative de professionnalisation, qui est devenue une Mm. professionnalisation aussi petit à petit, quoi. Je pense pas que c'est marrant parce que ce que tu dis un peu au départ concernant justement le fait de jouer des personnages et tout, il y a un petit peu il y a un peu une proximité avec le jeu de rôle aussi, je me dis, c'est un truc, Bah c'est. alors, c'est possible. Moi, je t'avoue, je connais pas du tout le jeu de rôle. Mhm. Enfin, je sais pas. Enfin, vraiment, j'y connais rien. En fait, je sais pas comment ça s'écrit, comment ça se pratique, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, Oui, oui, très probablement. je pense Donc, que tu en off, aimerais. tu peux me raconter un peu comment ça se pratique, mais probablement, oui, que je retrouverai des points Mhm. communs. Ouais. Je t'en dirai, je t'en parlerai un petit peu plus en off, mais de toute façon, un Oui, jour, peut-être oui, même, peut-être vraiment. je t'inviterai à une partie, on verra, tu verras. Ah, bah, avec Il y a moyen plaisir. que tu aimes beaucoup, je pense, parce que C'est je vois cool, qu'il y a ouais. un peu cette proximité de ce que tu. Moins que comment ça a commencé, donc il y a moyen que tu apprécies. Bon, alors là, on parlait un petit peu justement on parle un peu de l'univers du 2000 justement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet univers, en quelques lignes, histoire de donner un petit peu goût, on va Mm. dire, aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Bah, c'est une série je crois qu'on appelle ça de la médiéval fantasy, et voilà, pour recontextualiser ça, j'ai commencé à l'écrire en 2006, moi j'avais, je sais pas, 17 ans, donc j'étais vraiment baignée dans les films du Seigneur des Anneaux à l'époque, je lisais aussi énormément Robin Hobb, toute sa Oui. série de la Sainte Royale, donc, et surtout j'étais très jeune, donc je pense que je me suis vraiment lancée dans l'écriture avec un peu des automatismes, où je me posais pas trop la question de quel contexte je voulais mettre en place. Donc voilà, c'était la médiéval fantasy avec un peu tous les codes, des rois, des reines, des chevaux, des épées, des Mhm. châteaux, et dans un contexte plutôt ouais, d'Europe médiévale. Et puis ceci dit, 20 ans en arrière, il y avait, je pense, moins de fantasy, on va dire, dans d'autres contextes qu'on en rencontre Mhm. actuellement, où ça se fait plus d'écrire voilà, de la fantasy, je sais pas, western, Mhm. avec des vikings, avec des indiens, aller dans d'autres continents, d'autres cultures, de brouiller un peu les gens. Donc voilà, sur le contexte pur, c'est sur un premier regard, on peut se dire ok, c'est de la fantasy très classique sur à quoi ça ressemble, quels sont les décors. Après, voilà, il y a une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de créatures magiques. Ça, c'est vraiment un choix très fort, mais je pense on va peut-être développer Voilà. vraiment là-dessus plus tard. Et comment résumer ça? C'est un royaume qui s'appelle le royaume du demi-loup, qui est en train de tomber en ruine, faut le dire comme ça. Il n'y a plus d'institution qui tient debout, qui a une monarchie à bout de souffle, qui a un peuple tellement peu éduqué qui a plus quasiment aucune connaissance de l'histoire, ne serait-ce que récente, du royaume. Petit à petit, au fil des tomes, on va aussi comprendre que c'est un royaume qui a été plus glorieux par le passé, qui a subi un énorme cataclysme il y a quelques siècles, dont il ne s'est jamais revenu, mais les gens, en fait, sont tellement désinstruits non, qu'il n'y a pas de connaissance. Enfin, c'est quasiment du post-apo de fantasy sans que les gens en aient connaissance, en fait. Donc voilà, ça, c'est... on, on reconstitue ça un petit peu au fil des tomes, et puis il y a, à partir du tome 1, une énorme épidémie qui va venir donner le coup de grâce un peu à ce royaume-là, puisque révéler toutes les failles et vraiment casser tout ce qui restait encore à peu près en place et forcer les gens qui dirigent ce royaume à faire un peu des choix radicaux pour sauver encore à peu près ce qui peut l'être d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, et surtout, voilà, justement, comme tu dis, on reparlera un peu plus en détail justement comme tu le dis si bien, la fantasy sans fantasy. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, on va dire déjà, c'est un peu le point de départ, donc ce n'est pas un spoil pour les personnes qui seraient désireuses de lire le livre. C'est l'histoire, la tradition des suivants. Du coup. Alors, je te laisse peut-être la présenter parce que moi, vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup charmé, on va dire, dès le départ dans les livres. Mhm. Alors au tout début, quand j'écrivais le petit film d'origine, t'avais plusieurs princesses héritières qui avaient chacune une ou deux suivantes, et du coup l'origine c'était vraiment suivante comme synonyme de dame de compagnie. Et après quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si intéressant que ça,
d'écrire une énième histoire où ça allait être un personnage de second rang qui allait raconter les hauts faits de quelqu'un de la noblesse, voilà, comme on a déjà beaucoup vu. Du coup, j'ai décidé de faire quelque chose d'autre, complètement différent de ces suivants. Le suivant ou la suivante, c'est quelqu'un qui est né le jour suivant d'un membre de la lignée royale, donc un homme, si c'est un homme, une femme, c'est une femme, et qui va être enlevé pris plus ou moins contre Réquisitionné de manière... plus ou moins avec bonne volonté des parents en question par le roi ou la reine du royaume, pour être une espèce de... Et ben c'est là tout l'enjeu en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va accompagner le souverain en question toute sa vie, donc c'est à la fois un ami mais c'est pas un ami, c'est un frère ou une sœur mais ça n'est pas un frère ou une sœur, c'est aussi totalement une sorte de backup parce que en fait le suivant occupe une place très haut placée dans la ligne de succession, donc si le souverain en question meurt et ses enfants aussi, c'est le suivant qui prend la place. Ça rajoute un truc intéressant puisque ça veut dire qu'en fait tout à chacun peut avoir son enfant qui d'un seul coup se fait extirper du bas peuple pour devenir roi en fait. Donc voilà, après il est élevé comme tel. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ. Effectivement, le bouquin s'ouvre là-dessus, sur cette dernière grande tradition assez fondatrice du royaume de 2000 loups, et on assiste à la dernière génération de suivants et de suivantes et de quel va être leur rôle dans l'histoire en fait. C'est ça, voilà, comme tu disais, oui, c'est écrit à un moment, le suivant sera son miroir, son confident. Quelqu'un voilà, qui est très proche, etc. Et ça, c'est vrai que comme tu le dis, d'ailleurs, c'est très réussi, comme tu le dis au départ, on est vraiment très loin, on va dire, de l'histoire traditionnelle de suivant, de serviteur qui est vraiment derrière. Enfin, dans le roman, dès le départ, un peu, il y a un suivant presque qui se permet un petit peu de houspiller un peu son roi, etc., de lui dire mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, enfin ça va pas quoi, c'est des trucs qu'on me dit mais purée, non seulement ils sont égaux hiérarchiquement, mais limite presque le suivant a plus de pouvoir parce que le roi ou la reine a ses pouvoirs, enfin ses devoirs voilà, il doit diriger, donc il doit être à peu près à la hauteur, mais le suivant c'est limite un cran au-dessus parce que non seulement il a le devoir de faire en sorte que l'autre il fasse bien son taf, que si l'autre il fait pas bien son taf, il doit prendre les décisions qui sont nécessaires derrière, et je ne vais pas tout spoiler, mais jusqu'à des décisions très très radicales. Donc son pouvoir est énorme. Et comme en fait il est issu du peuple, il fait vraiment le lien entre la royauté et le peuple, puisque il est des deux en fait. Et ça, j'aime bien justement en plus de ça, cette relation aussi avec sous aussi, comment dire, au point d'origine, on va dire, d'une tradition qui est un peu cruelle, qui est même un peu décriée des fois dès le début, on va dire, un petit peu par des personnes qui disent mais c'est n'importe quoi comme tradition, on veut dire c'est juste de la cruauté gratuite pour on enlève des nouveau-nés à des gens qui n'ont rien demandé. Et qu'il y a tout ça du coup, et après c'est justement toute l'histoire du coup, toute l'histoire en entonnoir qui se déploie à partir de ce point-là pour ensuite aller vers tout l'univers du coup. Et justement on va parler de l'univers, alors plus au niveau de sa création, même je pense que tu as déjà commencé un peu à répondre à la question, c'est est-ce que l'univers d'un coup il est venu d'un coup comme ça, où on va dire il y a eu des briques, ça a été des remaniements, ça a été retravaillé à la longue? Non, ça a été vraiment retravaillé petit à petit parce que voilà, j'ai commencé à l'écrire très jeune avec beaucoup d'automatisme et ensuite j'ai dû j'ai mon tome 1, je sais pas combien de versions j'ai fait avant d'atterrir à la version qui a été publiée, mais il y a eu beaucoup d'approfondissements et notamment de tout le world building pour approfondir les choses, pour rendre cohérent et un peu profond et un peu intéressant et un peu atypique ce qui était au début un peu balancé comme ça. Donc oui, il y a eu beaucoup d'allers-retours et ça s'est fait petit à petit et les choses se sont aussi approfondies au fil des tomes. Tu fais un peu au fur et à mesure aussi, par exemple, vous savez, il y a les plotters et les pranksters, comme on dit, quand on fait le développement narratif d'un récit ou autre, on déroule au fur et à mesure. Est-ce que c'est le cas pour toi, par exemple, avec les Terres de l'Est, que tu les as pas totalement créées figées dans le marbre dès le départ? Pour le coup, j'ai voyagé totalement avec les personnages, j'ai découvert... Alors, autant en termes d'arche narrative pure, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver aux gens, j'avais des jalons posés vraiment jusqu'au bout, et donc je savais où j'allais, autant en termes de world building, je me suis laissé aussi beaucoup porter et découvrir ce qui allait se passer. Voilà. Enfin là, j'ai par exemple sur l'autre bouquin que j'écris actuellement, Loin des îles Mauves, j'ai vraiment eu une approche très différente. Je devais écrire plus vite, être plus efficace, et du coup j'ai vraiment commencé par des semaines de prise de notes et de décider tous les éléments qui construisent le monde, et ensuite j'avais plus qu'à écrire. Le 2000 j'ai vraiment fait l'inverse. J'ai commencé par écrire, j'ai fait
savais ce qui allait arriver aux personnages, puis après, les endroits qu'ils allaient visiter, les coutumes qu'ils allaient vivre, tout ça, ça s'est développé petit à petit. D'accord. Oui, c'est ça. C'était une longue maturation. Ouais, totalement une très très longue maturation. Moi, j'ai mis plus de 10 ans à écrire Oui, le voilà. cycle. On dirait pas, mais quand même, bien sûr. Donc ouais, ça s'est fait petit à petit, vraiment celui-là. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu penses avoir des influences particulières un peu en création d'univers, ou tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment un peu, comme tu disais justement, que c'était un peu baigné dans la medieval fantasy de l'époque? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un truc... La série L'Assassin Royal de Robin Hobb est quelque chose qui m'a vraiment irrigué au début de l'écriture. Avec des enfin, moi, c'était la première fois que je lisais des personnages comme ça, comme les personnages de Fitz, qu'on a l'impression de connaître comme une véritable personne, en fait, au bout de quelques tomes. Je dis ça, et c'est quelque chose que j'aimerais essayer de faire, c'est de savoir faire, c'est-à-dire créer des personnages tellement précis, tellement crédibles, qu'on a l'impression de les rencontrer vraiment. Ça m'a vraiment influencé. Après, oui, ce que je disais, je lisais beaucoup les tragiques grecs, avec des histoires avec la fatalité, les engrenages de la fatalité dans lesquels les personnages se font broyer petit à petit sans vraiment pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a influencé beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres livres que je pourrais citer, là c'est ce qui me revient principalement en tête. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as... alors ça c'est un peu une question du coup que j'aime bien poser à des auteurs. Est-ce que tu as un aspect, moi je sais que c'est le cas en tant que maître du jeu de rôle, est-ce que tu as un aspect de ton univers que tu affectionnes vraiment tout particulièrement, ou pas forcément, hein, est-ce que C'est une question difficile. Oui, on est d'accord. Je sais pas si c'est un aspect, la tradition des suivantes et les suivants dont j'ai parlé, je pense que c'est la trouvaille de Vulcain, et c'est autour de ça que ça tourne, donc c'est quelque chose dont je suis plutôt contente. Après, je sais pas s'il y a un aspect en particulier. Toute la série a été rééditée l'an dernier, du coup j'ai relu l'intégralité des textes, j'ai tout retravaillé, et c'est vrai que sur les 4 tomes, je me dis, ok, les personnages, ils ont une évolution bien menée. En tout cas, je suis plutôt contente de cet aspect-là, d'avoir réussi à faire grandir, vieillir les personnages de façon cohérente sur 15 ans, voire un peu plus de leur vie. D'accord, ok, bon, oui, c'est vrai que le concept, on va dire, de la tradition des suivants et suivantes, on sent que ça te tient quand même assez à cœur, parce que c'est vraiment un peu le fil rouge, on va dire, mais sans pour autant que ce soit non plus le truc qui occupe le devant de la scène. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est là, sans que ce soit ostentatoirement là, on va dire. On comprend très vite que c'est dans la normalité des choses, et après, on comprend comment le monde marche simplement avec, on va dire, vraiment avec le début, quoi. C'est vraiment sympa. Et alors du coup, on en parlait tout à l'heure justement de la fantasy, fantasy avec un Y prononcé à l'anglaise, fantasy sans fantaisie. Ça, tu avais dit ça dans une interview. Et c'est vrai que, comme tu le disais, justement, il n'y a pas de créature magique, pas de magie, on va dire, à proprement parler. Et ça, c'est une question que je me suis dit un peu au départ. Je me suis dit, purée, raconter, faire de la fantasy sans, on va dire, avoir recours à, entre guillemets, des effets spéciaux, des grands dragons, des boules de feu de partout, des sorts magiques, est-ce que c'est pas un peu le mode difficile en termes d'écriture, et pourquoi ce parti pris, du coup, vraiment, sur l'absence de magie pour venir... C'est drôle que tu aies l'impression que ça soit le mode difficile, parce que moi, à l'inverse, en fait, la perspective d'écrire une magie à laquelle on croit et à laquelle on puisse adhérer, c'est un truc qui me paraît extrêmement difficile et dont je me sens pas du tout capable, en fait. Et du coup, d'où le fait que je dis, oulala, mais je vais pas faire ça, ça va être ridicule, forcément, et puis... Du coup, il y avait vraiment ce côté-là de... En fait, je pense que c'est objectivement difficile, je pense qu'il faut y croire soi-même très très fort pour pouvoir se lancer. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est mes goûts. Et puis, encore une fois, je pense ce qui m'intéressait vraiment, c'est les relations humaines et les relations entre les personnages, en fait. Et à partir du moment où on dégaine les dragons, on dégaine les boules de feu, finalement, c'est pas du tout incompatible, en fait, mais ça prend moins de place. Alors que, moi, je voulais écrire l'histoire d'un groupe de personnages qui va diverger de plus en plus, alors qu'ils étaient unis comme les doigts de la main au départ, et qui vont partir dans toutes les directions jusqu'à ce que ça soit absolument dramatique. Voilà.
Et donc c'était ça le nœud de mon intrigue en fait, c'était parler de gens et que les autres gens qui vont le lire vont pouvoir reconnaître des choses dedans, des affects, des situations, des types de relations, voilà. Et c'est d'ailleurs, oui, Mais encore une fois, c'est pas incompatible en fait. oui, Mais, oui. voilà. Non, mais disons que Pas- ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, ça, on se concentre un petit peu plus sur vraiment l'aspect humain, on va dire, et on n'est pas un petit peu avec la magie, etc. Oui, Parce que c'est vrai que j'ai vu ça dans certains livres, dans certaines créations, c'est oui. pas un drame, mais c'est vrai que la magie, des fois, fait un peu office de facilitateur ou facilitatrice scénaristique, on va dire. C'est-à-dire, Bah oui, non mais c'est exactement ça. C'est un moment quand on peut résoudre une situation d'un coup de baguette magique, oui, voilà, littéralement. c'est le truc. Ben, ça nous dispense d'avoir à causer les uns avec les autres je sais pas, à manipuler, à mentir, Oui, voilà. à faire des concessions, faire des choses entre êtres humains en fait. Donc c'est vrai que la magie, bah, ça facilite quoi. Oui, c'est ça, C'est- voilà, c'est le truc où c'est comme des. Justement, c'est un peu le. Enfin, si imaginons qu'il y avait la magie, par exemple, dans le Demi-Loup, ou avec des. Disons qu'il y a des royaumes déjà qui peuvent pas vraiment communiquer de par leur distance, on va dire, et qui ont une certaine, du coup, une certaine froideur qui s'installe, mais on va dire. Mais bon, Oui, s'il y avait la magie, ils pouvaient se téléporter, déjà, ça irait beaucoup voilà. mieux, voilà, ce serait. On pourrait pas raconter la même chose, quoi, disons, s'il y avait la Ah magie. bah, c'est totalement une autre histoire en fait. Là, il y a beaucoup de faiblesses humaines et de problèmes techniques bêtement humains. Ils n'ont pas de système postal, ils ont pas de. Oui, Du voilà. coup, ils peuvent pas communiquer. Il y a des malentendus dans tous les sens. Ils n'ont pas de médecine, donc ils peuvent pas guérir les gens par une imposition des mains. Du coup, bah, il y a une pandémie. Voilà, voilà c'est juste Donc voilà, donc on joue plus sur l'humain, justement, parce que là on ça. a empiété sur votre question, du coup, parce qu'on joue plus sur l'humain pour contrebalancer un peu l'aspect waouh qu'on pourrait avoir avec de la magie, on va Voilà, dire. c'est ça. C'est ça. Plus un respect, mais c'est très réussi, en tout cas. Ouais. Mais Donc, c'est vraiment. j'espère en tout cas que l'effet waouh de la magie puisse se Oui. retrouver dans l'engrenage des relations humaines. Mais c'est très marrant parce qu'en fait, c'est quelque chose quand même qui, on pourrait se dire, c'est très, enfin, c'est vraiment, c'est très unique en son genre, quoi. Enfin, c'est tellement rare maintenant de voir, dès qu'on voit Heroic Fantasy, on fait, allez, c'est parti. Il va y avoir 60 Ouais. dragons, 28 boules de feu, 30, 30 sorts magiques à la minute. Et c'est vrai que, bon, après, il y en a, ils arrivent un peu à faire en parallèle, un peu, peut-être aussi avec, je pense notamment au célèbre George R. R. Martin, qui a réussi un Oui. peu à faire un parallèle et à Oui. donner un peu de corps un peu aux relations politiques. Bah, il y a les deux en fait, voilà, de temps Oui, en voilà. temps, on est les marchands blancs, les dragons, les machins, et des fois, c'est juste des intrigues de cours. Donc il y a Hmm. vraiment Mais voilà, les mais ça change, donc c'est très agréable. Tac, tac, tac. Où est la prochaine livre? Pourquoi Ah oui, alors du coup, c'est ça. Donc là, plus dans le. Là, on a parlé un petit peu de l'univers, etc. Un peu le parti pris de la fantasy sans fantasy. Il faut savoir, quand on lit le livre, un peu, donc je vous préviens, vous qui prévient, c'est un grand mot, mais juste pour dire voilà, que tu as pris un mode narratif, du coup, c'est beaucoup avec des lettres, des mémoires, on va dire, c'est pas vraiment un narrateur unique et omniscient qui jonglerait de personne en personne. Pourquoi ce parti pris, du coup, de lettres, de mémoire, on va dire, ce modèle de narration, si on peut dire? Bah, en premier lieu, pour juste le plaisir d'écrire, Mm. selon plusieurs types de narration différents, parce que c'est pas le même exercice d'écrire une lettre ou des mémoires. Et aussi pour pas qu'il y ait une seule vérité. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnages narrateurs qui ont tous un point de vue différent sur la situation. Il y a même un point de vue qui varie et ils le disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas le même point de vue sur les choses à 20 ans et à 45 ou 60. Euh, et du coup, c'est un peu pour challenger le lecteur aussi, en fait. C'est-à-dire que bah, c'est au lecteur de choisir qui a raison, qui a tort, qui a fait les bons choix, qui a fait les mauvais choix, qui est vraiment héroïque et qui est vraiment taré. Et Mhm. moi-même, j'ai pas de réponse à ces questions. Ouais. Il fluctue un peu, en fait. Il n'y a pas une vérité unique sur les événements et comment ça aurait pu se passer. Et... Donc c'est vraiment voilà, pour rajouter de la complexité et Mm. éviter les personnages, d'avoir des personnages manières. C'est pas possible, puisque Mm. chacun va un peu se défendre son bout de gras. Oui, mais j'ai fait comme ça parce que j'avais raison. Puis la personne en face va dire ouais, mais enfin, bon, moi j'avais perçu ça. Mm. Et après, là, c'est au lecteur un peu de composer son assiette avec tout ça et de choisir avec sa morale à lui, sa perception des événements à lui, euh, ce qu'il perçoit de l'histoire. Et potentiellement, enfin pas potentiellement, je m'en suis bien rendu compte en parlant avec des lecteurs, il y a des gens qui vont trouver super bien tel Mm. personnage et d'autres l'inverse, et voilà, c'est assez variable, quoi. Ça va dépendre de la sensibilité du Mm. lecteur. Oui, c'est ça. Puis ça permet aussi un peu des fois de comprendre un peu en substance pourquoi il y en a qui ont. Parce
Ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était un peu dommage dans certains récits fantasy. On nous montre des méchants, entre guillemets, enfin vraiment prétendus comme méchants présentés, mais on ne nous explique pas comment ils en sont arrivés à ce cheminement de se dire bah, je vais faire ça, je vais faire la guerre, je vais... C'est vraiment très unilatéral, etc. Et là, du coup, avec ça, c'est vrai que ce qui est bien, comme tu le dis, justement, c'est de pouvoir présenter un peu les coulisses de... Voilà, et puis celui qui va paraître atroce à petite échelle, vu depuis un événement, va à grande échelle, du point de vue de l'histoire, avec un grand H, en fait, paraître comme quelqu'un qui a en fait peut-être eu la bonne stratégie, ou vice-versa. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis pas là pour juger mes personnages, en fait. Oui, c'est ça qui est bien aussi, justement. Pas d'avis sur eux, en fait. Des fois, c'est difficile parce qu'ils font des trucs vraiment pas cool, mais j'essaye de rester à l'écart, en fait, de tout jugement. Ok, ça c'est bien, ça, justement, donc l'écriture sans jugement, ça, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est très neutre, enfin c'est neutre, mais en même temps c'est explicatif. J'aime bien le... Ça de faire appel à l'intelligence et des lecteurs, en fait. C'est à vous, lecteurs, de faire votre chemin. Quoi. Donc, voilà. Une question aussi, du coup, que j'avais vue dans une interview, du coup, et j'avais bien aimé la réponse aussi, c'est dans le livre, la grande majorité des protagonistes sont des femmes. Alors c'est vrai que dans les romans de fantasy, on a souvent l'habitude de voir, je parle un peu des trucs vraiment un peu old school, des hommes, voilà, le beau chevalier en armure avec son bouclier qui va sauver la princesse. Bon, c'est vraiment, on est dans la caricature pure et dure. Oui. Mais là, on a une grande majorité de femmes, à l'exception juste d'un seul protagoniste que je vous laisserai découvrir. Voilà, à l'exception d'un ou peut-être deux aussi un peu au début. Oui, voilà, c'est un peu au début. Il y en a un deuxième du coup. Et donc, pourquoi Bah alors pour une question toute bête et très concrète, c'est que le fameux film dont je parlais au début, bah en fait on était un groupe de copines au lycée, puis bah pour trouver des garçons qui veulent jouer dans un film au lycée, bah faut vraiment se lever tôt. Donc bah à un moment fallait écrire une histoire pour des nanas. Du coup bah voilà il y a ces 6 rôles de filles. Puis après comme j'ai fait que reprendre cette histoire, en fait j'avais aucune raison valable de dire ah bah non je vais supprimer des personnages féminins pour remettre plus de mecs. Donc quand même, il y a 20 ans, il y avait, je pense, moins de fantaisie féminine qu'il y en a actuellement. Donc c'était évident que j'allais continuer avec beaucoup de personnages féminins. Puis après, une fois que l'intrigue se développe, ça fait boule de neige. Elles nouent des amitiés féminines, font le choix de créer une armée féminine. Donc, à force, on se retrouve effectivement avec une fantaisie très féminine, au point que je suis même pas sûre que le fameux, comment ça s'appelle, le test de Bechdel, là, sur... Ah oui. Tu vois de quoi je parle là. Oui, je vois. Qu'il le passe dans l'autre sens en fait. Je suis pas sûre qu'on ait une scène avec 2 mecs nommés qui parlent pas de femmes. Je suis pas sûre, à l'échelle des 4 tomes. Je regardais, c'est marrant, ça. Je relise un peu, je regardais. C'est possible, ouais, donc peut-être juste au départ, mais bon, c'est normal, c'est proposé. Au départ, ouais. Quand les protagonistes femmes sont encore très jeunes, et voilà. Mais sinon, c'est voilà. Donc voilà, ça part d'un truc très concret. Oui, c'est vrai. D'accord, ok, donc ça a été ça. Mais du coup, après, ce qui a été vachement intéressant, je trouve, c'est que justement, tu parles un peu du développement de personnages féminins. Et c'est vrai que actuellement, je trouve que ce qui est un peu le bas qui blesse un peu, c'est qu'on veut faire des personnages féminins avant de faire des personnages. Notamment, je pense notamment aux Anneaux de pouvoir avec le personnage de Galadriel qui est un peu à côté de la plaque, je trouve. Malheureusement. Du coup, je peux pas trop revenir. Oui, voilà. Non, mais disons que, par exemple, dans les Marvel, au personnage de Captain Marvel, etc., ou des trucs, bref, des personnages féminins qui sont vraiment mis là parce qu'on dit on veut mettre un personnage féminin. En ce moment, il faut absolument féminiser à tout va et à tout prix, quel que soit, et sans réfléchir à pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc, forcément, il y a des gros ratés, quoi, et des meufs qui sont là parce qu'il faut des meufs, en fait. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un peu dommage parce que... c'est dommage parce que du coup, ça donne des personnages féminins creux. Alors certes, c'est peut-être mieux que d'avoir des personnages masculins uniquement, mais... Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, après, il y a quand même des... mine de rien, quand même, je trouve que tous les personnages féminins présentés sont pour ce qu'on pourrait vraiment appeler des femmes fortes. Il n'y en a pas vraiment qui sont juste bêtement là pour faire potiche, on va dire, ou simplement non, être... pas vraiment, ouais. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on appelle un personnage féminin fort parce que c'était la question avec laquelle tu es venu me chercher. Ouais, c'était ça. C'est la question difficile. Qu'est-ce qu'un personnage fort? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait usage de la force? Non, clairement pas.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est en position de force? Non, parce qu'il peut y avoir des personnages qui sont des victimes ou des gens très passifs qui sont des personnages très forts. Donc en gros, on parle de personnages... comment faire un personnage de féminin qui soit complexe, en fait. Qui soit complexe, pas linéaire, et c'est ça, le vrai enjeu, en fait. Et du coup, c'est valable aussi pour comment faire un personnage masculin ou de n'importe quel genre autre, en fait. Et du coup, est-ce que tu aurais quand même des conseils un peu pour construire un personnage justement complexe, donc féminin, mais aussi masculin aussi, on va pas les délaisser complètement de côté, avec cette même justesse un peu que tu as eu justement dans tes romans au niveau... Oui, je peux parler d'un peu comment moi je vois les choses. Je pense que... Je prends 2 secondes un peu pour formuler ça, vas-y. Là, par exemple, on part de un groupe de 5 jeunes femmes qui, au début, sont finalement très semblables les unes des autres. Elles grandissent ensemble, c'est un groupe de filles, elles ont un peu le même avis sur tout, elles s'habillent pareil, et puis petit à petit, chacune va vivre des événements, parfois des micro-événements, qui vont les faire diverger les unes des autres. En fait, plus on avance dans l'écriture, plus, je dis plus, en fait, je me rends compte que le personnage, il contient déjà en germe tout ce qu'il va faire ou dire plus tard, en fait. Parce que si, mettons, Lufthild fait ça, c'est parce qu'elle a eu tel passé, tel souvenir, qu'elle a été confrontée à telle chose. Et en fait, si on se met à sa place à un moment, on se rend compte que dans telle situation, elle va pas pouvoir réagir de 12 façons différentes, en fait. Donc déjà, ça, c'est une première piste, c'est un bon personnage bien construit. On n'a pas à se creuser la tête, normalement, pour décider ce qu'il va faire à l'instant T. Et en général, si on en est à se dire « Ah, et si il faisait ça ?» c'est pas forcément bon signe. Le « et si », c'est toujours le signe qu'on va aller chercher un truc exogène pour le rajouter. Alors que normalement, tout est déjà contenu dans les... Alors bien sûr, au début, quand on commence, faut aller chercher... oui, il faut mettre du terreau et tout. En place, normalement, toutes les pièces, elles sont là. Donc il y a ce premier travail qui fait que pour un personnage féminin ou masculin ou fluide ou n'importe, en fait, toutes les pièces, elles vont être là dès le début, et après, on va pas se poser la question, et les fils, ils vont se dérouler tout seuls. Donc je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un sujet tellement vaste, comment faire un personnage... Voilà, moi aussi, j'essaye toujours d'être dans un... Pas vraiment de l'empathie, mais toujours de me mettre à la place d'eux. Ok, si j'étais une telle, avec mon background, mon passé, confrontée à ça, comment je réagirais? Voilà. Et en général, la solution, elle vient aussi à ce moment-là. Et puis quand on n'arrive pas à faire ce petit truc de mise à la place d'eux, en fait, il suffit aussi de... en fait, on peut regarder autour de soi, on regarde ses amis, on regarde ses proches, sa famille, les gens qu'on aime, chacun avec sa complexité, ses défauts, Et normalement, les gens qu'on connaît bien, on sait comment ils vont réagir à peu près à telle situation. Voilà, si un tel, je viens et je l'invite à l'opéra, je vais savoir si ça va la faire glousser ou si elle va être ravie. Voilà, je sais pas faire, en fait. Voilà, si on connaît les gens, on sait comment ils réagissent. Normalement, au bout d'un moment, avec les personnages, on atteint ce stade-là. Si on les connaît à peu près, si les pièces sont en place, il n'y a pas de surprise à avoir. Donc déjà, ça, c'est plutôt pour le côté cohérence interne. Oui, voilà. Du coup, ça c'est valable absolument quel que soit le genre. Et donc après, ta question, c'était plus sur comment avoir des personnages forts, enfin complexes, c'est ça? Oui, voilà, c'est donc on va avoir un personnage justement qui sonne pas creux, on va dire, quitte à faire, prenons la question à l'envers, on va dire. Il faut essayer d'avoir plusieurs composantes, en fait. On peut pas... C'est Hitchcock qui disait, je crois, qu'il vaut mieux partir du cliché que d'y arriver. On pourrait dire qu'il vaut mieux partir de l'archétype que d'y arriver. Voilà, on peut partir d'une figure archétypale et ensuite complexifier jusqu'à finalement que ça soit plus du tout un archétype, en fait. Et à part dire qu'il faut que c'est une sauce un peu complexe dans laquelle il faut rajouter beaucoup d'ingrédients, en fait. Il faut que le personnage il ait ses défauts, ses failles, ses côtés casse-couilles, pénibles. Ça, c'est important, en fait, que le personnage ait des défauts et pas juste il est mauvais à l'épée, quoi. Oui, voilà, oui. Je reprends pour comparer le personnage de Fitz dans les bouquins de Robin Hobb. Il est putain de pénible à des moments, en fait. Oui, c'est vrai. Baffe, genre, allez mec, fais autre chose, quoi. Et c'est aussi ce qui le rend vraiment crédible et vraiment humain. Du coup, ça, c'est vraiment un truc important.
Il s'agit pas de créer des femmes fortes pour créer des femmes parfaites et créer juste un pendant au héros parfait masculin. Ça veut pas. Faut aussi qu'elles aient des défauts, faut aussi qu'elles fassent des conneries, faut aussi qu'elles soient moralement douteuses à des moments, au même titre que les personnages masculins en fait. Oui. Voilà. C'est le truc. Donc, rajouter des défauts, rajouter des faiblesses, et plus que rajouter des talents à tout va en fait. Clairement. Ouais, c'est vrai. Oui, bah, justement, mais j'aime bien cette idée de partir, on va dire, de l'archétype pour juste plutôt que d'y arriver. Au final, Voilà. c'est pas mal. Il y a quand même une certaine composante d'observation, on va dire, un peu de la psychologie de. Enfin, tu parlais d'inspiration des amis, etc., de comprendre un peu Ah, mais le. totalement, bien sûr, ouais. Et voilà. Totalement, hein. Moi, je pense que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un qui observe que quelqu'un qui va participer tout le temps aux Mhm. discussions, aux échanges. Mais c'est utile quand il s'agit ensuite de fabriquer des personnages derrière, en fait. Oui, oui, c'est ça, Donc, voilà, bah oui, c'est mis à profit. voilà, des fois, voilà, quand on sèche sur la construction d'un personnage, juste regarder un peu autour de soi, essayer de repenser au type de comportement, de réaction qui nous ont surpris. Pas hésiter aussi des fois à rajouter dans des personnages des petits détails, ça va être du temps, de la petite manie, des petits détails qui vont faire vrai, en fait. Pas un tel qui se ronge les ongles, ou machin, qui a telle maladie, tout ce qui fait une composante d'un être humain, en fait. C'est pas juste son métier et la couleur de ses cheveux, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, il soit pas défini vraiment par simplement genre, bah c'est le roi, voilà, c'est juste bonjour. Sinon c'est Le tout. roi, il a une chose à dire, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, Voilà. qu'est-ce qu'il fait pas, Voilà, mais ça, non, non, mais c'est souvent, voilà, c'est des composantes un peu avec souvent l'attention au niveau du détail aussi quand même qui est très importante. C'est Ouais. vrai que puis certaines cohérences de fond aussi sur une certaine continuité aussi. Ce que j'avais bien aimé aussi, voilà, c'est-à-dire que voilà, comme tu disais justement, il y a une cohérence, on va dire, qui est logique entre autant la position du personnage, de ce qu'il est, ce qu'il représente, et lui-même un peu ce qu'il est dans sa tête ou autre, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est cohérent, on va dire, il y a pas, ça dénote pas. Et du coup, là, justement, au fil des tomes, on suit l'évolution de ces personnages, hein, vraiment, certains depuis vraiment leur naissance à proprement parler. Et ce qui fait quand même un sacré paquet d'évolutions quand même, quand on voit quand même qu'il y a quand même plusieurs personnages. Alors comment tu fais pour donner du coup un cachet vraiment particulier à chacun d'entre eux en termes d'évolution et pas faire des bis repetita ou te dire ouais il faut pas arriver comme ça vraiment parce que vraiment ça part vraiment dans tous les sens, hein, c'est vraiment pas il y a pas des Ouais, bah, trucs après, c'est un peu la métaphore que j'ai déjà employée, c'est le truc de divergence. Bon, bah, un tel avait la gastro quand il y a eu telle réunion politique importante, du coup, elle a pas assisté à tel truc, et bah, du coup, toute sa vie, elle va manquer ce souvenir, manquer cet... L'exemple n'est pas dans le bouquin, mais oui. voilà. Un petit événement va avoir des répercussions en boule de neige, et les choses vont diverger. Un tel va faire telle rencontre amoureuse qui fait que pendant un moment de sa vie, il va être focalisé là-dessus, et du coup, va passer à la trappe tel enseignement. Et après, ça diverge. Donc, et j'ai l'impression que moi, ça suffit déjà en fait à donner le cachet des personnages derrière en fait. C'est Pour le genre, lecteur. enfin, si on faisait un peu la métaphore, un peu comme si c'était en fait des carrés de terre, tu mets déjà plein de graines au départ, un petit peu différenciées, et après, ben, ça va pousser de lui-même un peu en tirant Voilà, le récit, quoi. ça va. Toutes les graines, elles sont là au départ. Mhm. Et puis après, bah, selon l'engrais qu'on aura mis dessus, si ça aura eu du soleil ou de l'ombre, ça va pas pousser de la même Donc voilà, c'est façon. ça. D'accord, ok, oui. Mais c'est vrai que j'ai pas cherché à faire comme je sais pas dans les bouquins d'Alain Damasio, que je fais en sorte que chaque personnage parle avec une voix ou un vocabulaire très différent. Ça, j'ai pas du tout cherché à faire ça. Enfin, c'était voilà, plus un choix. Et partir du principe que petit à petit, on allait apprendre à tellement à connaître les personnages que finalement on reconnaît quand c'est un tel ou un tel qui raconte sa vie, parce que il voit pas les choses de la même façon, elle réagit différemment. Je sais pas ce que tu veux dire par caché en fait. Oui, non, mais c'est caché, oui, voilà, un peu de. Bah, c'est-à-dire le truc, on se dit qu'il y a un personnage ne ressemble pas du tout à un autre, quoi. Il a vraiment un peu il a vraiment son style, il y a vraiment quelque chose qui ressort. Oui, et puis en plus, après, bah, il faut quand même un petit peu savoir mettre le petit coup de stabilo où il faut pour souligner les particularités de chacun, quand même. C'est pas. À un moment, c'est là aussi le travail d'auteur, c'est pas on prend tout en vrac et on met ça de matière neutre, sinon ça marche pas. Voilà, faut savoir montrer que Luftilde, elle va être plus comme ça, plus faire tout le temps ce genre de réflexion, et puis Nercès, elle va faire ça. Enfin, voilà. D'accord, ok. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a vraiment un personnage dans tes histoires qui est un peu
ton chouchou, on va dire, ou du moins que tu apprécies en particulier dans... Et je pense qu'on m'a déjà posé cette question et j'ai aucun souvenir de ce que j'avais répondu à l'époque. Je pense que ça doit changer. J'ai de l'affection pour un peu les personnages secondaires, tous ceux Ouais. qui sont un peu broyés au passage, du genre Grune ou Victan. Je cite les noms, les lecteurs ou non-lecteurs se reconnaîtront ou pas. Les personnages des suivantes, je trouve, sont plus durs et du prince sont quand même tellement complexes et chargés parfois un peu de côté noir que voilà, c'est parfois difficile de les trouver appréciables. Je crois que j'aime bien les deux reines en fait. Elvan avec son côté un peu cinglé, en même qui est tantôt géniale, tantôt totalement glaçante, et l'autre reine à l'inverse totalement triste, très étouffée et très un peu vaine aussi. Qui a un coup. Mais bon, après voilà, il faut. C'est des personnages que j'ai suivis pendant une douzaine d'années. Passer mon temps à me mettre à leur place tout le temps, donc je les juge pas, mais je peux en détester aucun non plus totalement. Oui, c'est sûr, voilà, mais c'est, disons que... Il faut avoir une certaine empathie pour eux. Je vois, mais oui, c'est ça. Mais là, de toute façon, on a toujours un peu des fois les petits chouchous un peu de temps en temps, mais, Oui, mais c'est quand même, après, pour les spectateurs, tout le monde est traité avec une certaine justesse. Mais faut s'en méfier du côté chouchou, parce qu'en fait, le personnage que t'as envie d'être son pote, c'est pas forcément le personnage le plus intéressant dans... Il faut pas que ça devienne un peu des sortes de Marissou, on va dire, qui a vraiment trop... Ouais, voilà, c'est ça, et les personnages qui vont te faire rire, qui vont te séduire, qui vont t'amuser, enfin j'en sais rien, c'est un peu schizophrène, mais il faut arriver à détacher ce que tu ressens en tant qu'humain pour les caractères, les personnages que tu as mis en place, et l'intérêt narratif d'un tel ou une telle que en tant qu'écrivain doit être un peu plus avoir la tête un peu plus froide dessus quand même. Ouais, je vois, parce que bon, après sinon, c'est ça, parce qu'après sinon ça prendrait trop de place. Faut éviter que. D'une part, et puis juste c'est voilà, moi en échangeant avec les gens, je me rends compte qu'il y a des personnages que genre, les gens adorent ou que moi je dis ouais, pas très intéressant à ce moment-là. Et l'inverse des gens qui vont hurler de pourquoi il a fait ça, c'est horrible, quel connard. Alors que ouais, mais en même temps. Oui, mais bon, quand même. Le pauvre. Voilà. Je vois. C'est deux choses différentes, quoi. D'accord, ok. Alors, il y a aussi un truc, justement, alors on parlait un peu des archétypes tout à l'heure, alors ce qui est un peu représentatif, on va dire, archétype encore sans trop spoiler, parce que c'est vraiment le début du jeu, mais c'est notamment les chats, où tu avais dit, alors les chats, pas les chats, hein, vous verrez, c'est plus une peuplade, on va dire, qui font un peu penser à, que tu avais dit dans une interview, que c'était un peu, tu étais parti un peu de l'archétype Conan le barbare, vraiment, c'est des voilà, c'est des manteaux de fourrure. Voilà, c'est ça, qui ont l'air d'être des brutasses finis, en fait, tout simplement. En fait, oui, voilà, c'est ça le truc, c'est que de visu, on va dire. Dans le tome 1, quand on fait leur connaissance dans le tome 1, c'est effectivement le cliché c'est des Vikings ou des Conan le barbare, avec des bracelets en or et des grosses épées. Et puis en fait, quand on arrive à la fin du tome 4, ça a été totalement déconstruit, comme on dit, et on est totalement sur autre chose. Ouais, voilà. C'est ça, et du coup... Là, pour le coup, je pense que c'est un archétype avec lequel je me suis amusée de partir de cette figure-là pour aller vers autre chose. Parce que ça, c'est vraiment... ça fait partie... ça, c'en est vraiment... le parti Conan le barbare, c'est vraiment la partie... Enfin, comment dire, c'est vraiment la fantasy old school, quoi. Mais totalement, bien sûr. Mais même au fond, l'armée féminine qui pourrait avoir un côté... partir du cliché, parce que l'armée de femmes, on peut aussi imaginer un truc d'Amazon hyper sexy, ou de barbares en armure de cuir et de métal. Et puis en fait, normalement, ça va un peu plus loin que ça, et puis on se rend compte que c'est juste une troupe de soldats avec des trouffionnes du rang, et des un peu plus éduqués, et des petits problèmes à résoudre dans les rangs. Et alors, du coup, est-ce que tu as un archétype que tu aimerais bien explorer comme ça, ou retravailler, ou partir en termes de... vraiment avoir le matériau de base Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais bien être prochainement ou un jour? Je ne sais pas trop, parce que même pour les... Alors, la nouvelle série que j'écris, là, Loin des îles Mauves, là, qui est en train de sortir, c'est un diptyque. En fait, se passe dans le même univers que les récits du Demi-Loup, quelques siècles avant, et on revoit beaucoup le peuple des chats, mais avant et avec sous un autre nom, donc on les reconnaît facilement.
Et donc du coup, cet archétype-là est déjà repris pas mal aussi dans ce bouquin. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait de figure type comme ça. Donc je me suis dit, tiens, si je réinventais ça. Après, voilà, il y a beaucoup de scènes qui se passent sur des navires, donc forcément, il y a eu tellement de littérature et de films de bateaux que un personnage de marin ou d'officier de marine, faut être un peu délicat si on veut pas avoir l'impression de faire un truc qui a été fait 1000 fois. Pareil, des scènes dans des maisons closes. Attention cliché, faut y aller, voilà. Et du coup, Loin des îles Mauves, c'est un endroit où je me suis souvent posé la question de OK, le bateau, la maison close, plus que j'avais d'autres, une grande académie de sciences, comment faire en sorte de réinventer tout le temps et de proposer des images nouvelles et des fonctionnements nouveaux, en partant de situations déjà balisées, quoi. D'accord, ok, Mais oui. dans le sens le plus d'efforts, il y a plusieurs scènes qui se passent dans des mines de sel, avec un mouvement ouvrier de contestation qui s'installe. Et là, c'était vraiment. Je me suis posée sérieusement pour pas juste réécrire une espèce de Germinal bis avec des personnages de prolétaires qui veulent faire la révolution et juste faire un bis de Étienne Lantier, quoi. Là, c'est ce qui m'a posé le plus d'efforts. C'est ok, on va faire attention pour pas faire une copie, quoi. Ah, d'accord, donc il y a quand même, oui, oui, ça c'est vrai que mine de rien, c'est un peu pareil aussi dans le jeu de rôle aussi, parce que de toute façon, c'est pas un peu pareil dans toute création, que tu fasses des films, des trucs. Pas éviter les redites ou esquiver du moins les redites. Mais en fait, que ça soit le film, le jeu de rôle, j'imagine, il faut avoir conscience et l'humilité de savoir qu'on n'invente jamais rien. Voilà, à un moment, toute création est une recombinaison d'autres éléments qu'on va prendre ailleurs, dans nos autres lectures, films, dans notre folklore, dans nos connaissances, d'où qu'elles viennent. De toute façon, il faut avoir cette humilité-là. On n'invente rien, on recompose. Et l'enjeu, c'est de savoir recomposer intelligemment et pas toujours les mêmes ingrédients. Voilà, d'aller chercher les mariages un peu inattendus et les ingrédients un peu inattendus. Et ceux qui vont dire autre chose, parce qu'au fond, c'est pas tant les ingrédients de base qui vont compter, mais ce qu'on va faire au bout du compte de ce mélange-là. Ce qu'on va lui faire dire. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais en plus, c'est quand même un exercice qui est quand même pas facile, parce que les influences, on va dire, sont... Enfin, j'allais dire insidieuses, non, c'est pas ça, mais c'est juste... elles sont là et on peut très vite, si on s'écoute pas ou on se retient pas, des fois partir complètement en faire limite un copier-coller. Ah bah moi, pendant toute la durée où j'écrivais le 2012, je me suis quasiment interdit de lire de la fantasy, en fait. Ouais. Voilà, donc pendant 10 ans, j'en ai quasiment pas lu, pour justement... J'avais conscience que tous les auteurs avaient sans doute fait des trucs qui ressemblaient à ce que je faisais, mais au moins, j'étais pas... Voilà, je m'évitais de pression, et comme ça, je me faisais pas trop attirer par d'autres trucs. Je fais pareil avec les chaînes YouTube de mes confrères aussi, c'est pareil, je ne regarde aucune vidéo de mes confrères youtubeurs jeux de rôle. Oui, comme ça, moi, je suis pas... Tu fais ton contenu à toi avec ton ton à toi, et voilà, c'est ça. Sinon, le risque, c'est de se positionner contre exprès, c'est pas forcément... Oui, non, voilà, mais c'est vrai qu'au moins, on n'a pas le truc de se dire, à un moment, parce que si après on se dit, ouais, mais c'est comme dans telle histoire, et si tu es parfaitement honnête, tu vas dire, oui, c'est vrai que je l'ai lu cette histoire, c'est possible que ça c'est toqué dans mon cerveau. D'accord. Alors, bon, là, on va glisser lentement, mais sûrement un peu vers la partie bonus, entre guillemets, avec les questions des abonnés aussi. Mais avant, est-ce qu'il y avait des sujets auxquels tu aurais voulu un peu aborder ou d'autres éléments un petit peu... Honnêtement, non. Je crois que tes questions étaient déjà variées et bien riches. Donc, c'est vrai. Voilà, si tu es venu d'autres questions, là, vas-y. Hein, mais... Ouais, dessus, après, voilà, j'avais essayé un peu de couvrir un peu tout le secteur, on va dire, enfin, un peu tout le domaine... bon, après, oui, alors, notamment aussi, peut-être avant qu'on commence les questions des abonnés, sur les projets à venir. Donc là, il y a les îles Mauves, du coup, qui sont en train de sortir, comme tu le dis. Et après, est-ce qu'il y a d'autres, si ce n'est pas secret? C'est pas secret, j'ai écrit un bouquin de SF très expérimental, mais alors vraiment très très expérimental. Mais là, c'est pour dans 2-3 ans. Je suis en discussion avec les éditions La Volte qui s'étaient intéressés. Donc là, c'est écrit du point de vue même pas du point de vue d'un animal, mais d'un enfant sauvage. Donc un être vraiment hybride entre l'humain et l'animal, qui parle de la frontière humain-animal, ou de l'absence de frontières, et en essayant d'adopter un point de vue non humain. Donc là, c'est vraiment
dans de l'expérience littéraire pure, quoi. D'accord. Et Voilà. de la science-fiction, du coup, tu veux exprès un peu sortir de ta zone de confort pour te challenger ou c'est vraiment une envie de... C'est un projet qui avait été développé en scénario de long métrage avec ma boîte. Nous, finalement, on a renoncé à le produire parce D'accord. qu'on n'y avait pas. Du coup, je le développe en roman. Et non, parce que voilà, je dis pas tout non plus, mais parce que l'histoire que ça raconte gagnait à être racontée, de faire juste un petit pas de côté par rapport Mhm. à notre monde, voilà, et ça marchait bien en post-apo, en fait. D'accord, ok. Est-ce que tu te dis qu'un jour, peut-être, tu testeras d'autres univers comme ça, des trucs, enfin, là, on Ah parle de oui, la non, SF, mais en mais est-ce que fait, tu te j'aurais dis... bien eu cette commande de Robert Laffont pour L'An des îles Mauves. Moi, j'étais partie pour faire de la SF, là, plutôt, parce D'accord. que le 2012, j'avais passé 12 ans dessus. Ouais. Je m'étais dit, je refais plus de séries et je refais plus de fantasy avant longtemps. Puis finalement, voilà. Donc, non, là, l'idée, c'est de faire un peu de SF, un peu plus. Et puis après, je verrai, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, mais ouais, tu t'interdis pas de passer à autre chose. J'aimerais bien faire un peu du space op un jour pour Ouais, tester. Voilà. Enfin, voilà, essayer de faire des trucs. ok. Après, voilà, écrire un livre, c'est long, donc de toute façon, c'est Oui, pareil. voilà, c'est ça, c'est qu'on peut changer du tout au tout vraiment de Ouais, goût c'est en ça, termes... je sais pas, le temps que je finisse les deux trucs là que j'ai évoqués, que je suis en train de boucler, bah, on Oui, c'est sera en ça. 2026 et je sais pas quel sera mon programme, quoi. D'accord, ok. Oui, c'est ça. C'est quand même... c'est pareil aussi pour les jeux de rôle, des fois, hein, totalement envie de changer du tout au tout d'univers. Oui, Alors, avant de faire les questions des abonnés, je me rappelle, il y a une question qui vient de ma maman qui m'avait dit est-ce que, alors, parce que on avait parlé que tu vivais en Suède pendant la plupart du temps, et elle m'avait ouais. demandé si ça t'avait inspiré, on va dire, d'une Ah manière bah, ou d'une autre. pour le demi-août, non, parce que je l'ai fini en arrivant en Suède. Mais Ouais, par contre, pour les îles Mauves, totalement. Ça se passe, que ça soit les paysages, les ambiances, les traditions, alors revisiter, c'est totalement scandinave, que ça soit plus les Vikings, entre guillemets, ouais. ou la Baltique médiévale. Là, totalement inspiré. Je pense que des gens qui ont vécu ou ont voyagé à Göteborg et dans le sud-ouest pardon, de la Suède connaissent totalement l'ambiance. D'accord, Les ok. gens, Ça fait que j'aimerais bien aller voir un jour, j'espère. Je trop bien. devais y aller avec des amis, mais le Covid, là, ça a encore Ouais, frappé, ouais, donc... mais du coup, c'est vraiment chouette. Très d'accord, bon, bah, je note, très bien. Donc voilà, je me demandais justement aussi si c'était le cas. Alors, hop, je vais chercher les questions des abonnés qui sont C'est beaucoup cachées. sur l'édition, le travail d'édition. Oui, beaucoup, ils ont beaucoup demandé un peu sur le travail d'édition et le travail aussi de création narrative et tout. Alors, il y a peut-être une question, je crois que j'ai reconnue, qui ressemblait un peu qui ressemblait un peu à ce qu'on a dit. Donc, s'il y a des redites, on passera très Ouais, ouais. rapidement dessus. Si je les retrouve, déjà, ce n'est pas dit. Ah, voilà. Je les ai imprimés sinon. Hein, Ah oui, oui, que dis donc. Incroyable, c'est bon, je les ai. voilà. Alors, je les ai, c'est bon. Alors, tac, 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 c'est bon. Alors, une question du coup de Sandy Novian. Bonjour. Question un peu bateau, mais combien de personnes ont relu son premier livre avant qu'elle ne décide à le publier? Alors, c'est deux questions en une. Est-ce qu'elle a voulu directement le publier ou est-ce qu'elle a écrit pour son plaisir et que ses lecteurs l'ont poussé à publier? On peut répondre à Alors, ça. je distingue toujours les relecteurs, qui sont les gens à qui je fais lire pour le plaisir de partager, Hmm. et les méta-lecteurs, qui vont être des gens avec dont je vais attendre un avis et des conseils, mais aussi des conseils pour améliorer les choses. Donc autant pour la première catégorie, je ne sais plus, autant les bêta-lecteurs, j'en ai toujours 3 ou 4, c'est tout le temps les mêmes depuis le début. Ce sont des gens dont je connais, qui sont alors, soit des professionnels de l'écriture, de scénario, ou une monteuse, enfin des gens en tout cas dont je sais ce qu'ils vont m'apporter concrètement, voilà. Et dont je connais aussi un peu les filtres de perception Mhm. quand ils lisent une histoire, parce que je connais. D'accord, Je ouais, pense donc, qu'il ne faut pas trop multiplier les relecteurs, parce que après oui. on s'en et il faut aussi choisir un peu les gens pour ce qu'ils sont capables de nous apporter. Hmm. Oui, c'est ça, c'est parce que aussi après, si on fait que des relectures, en fait, on sort jamais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir apporter son grain Ça, de c'est sel ça. à Il changer y le a des cours du truc. relecteurs qui vont se dire oh c'est génial, de toute façon j'ai rien à dire, et puis ceux qui vont essayer de dire un truc parce qu'il faut dire un truc, et puis Oui, enfin bref. À un moment il faut se limiter, et puis on se faire confiance et y aller. c'est ça, oui, puis avec des gens, voilà, un peu comme tu disais, des professionnels quand même, disons, qui connaissent un peu le... Des professionnels ou ça peut être juste des gens qui savent lire, qui Oui, savent. mais qui ont quand même une notion d'histoire, de narration pour te dire, ouais, bof, là, c'est... Bah, je trouve que après, ça dépend, parce qu'on peut aussi faire relire juste pour se remonter le moral et s'encourager, Hmm. et c'est vraiment important aussi. Mais je pense que c'est deux types de Ouais, relecture. ça, c'est d'accord, ok. Et donc, sinon, oui, ben, au tout début, non, j'écrivais juste pour moi, mais j'ai quand même assez vite eu envie de le faire publier Ouais, et de voilà. partager
Oui, ça c'était voilà, comme on disait en début d'interview, ça a coulé, au fur et à mesure. Alors bon, après il y a Sandy Vonen qui a posé d'autres questions après, mais je les fais dans l'ordre chronologique quand elles ont été posées. Alors Cassiopée du coup, bonjour, a-t-elle fait du jeu de rôle alors hein si oui, est-ce qu'elle estime que ça l'a aidé dans la rédaction de ses romans? Bon, elle n'a pas dit sinon. Si elle n'a pas fait de JDR, mais si elle n'a pas fait de JDR, est-ce qu'elle connaît un peu? Et est-ce qu'elle a envisagé de créer un univers jeu de rôle à partir de ses romans? Bah, du coup, bah non. Non, voilà. Non. Je ne suis pas influencée et j'ai honnêtement pas envisagé de créer d'univers jeu de rôle vu que je sais pas du tout. Ouais. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant, ouais, parce que franchement, il y a déjà un énorme matériau de base, et puis je trouve que l'univers se prête bien. Ça pourrait, moi je pense qu'il y aurait moyen. Si un jour, on verra, on en discutera peut-être, mais ouais, non, mais c'est. Il y a en termes de. Il y a vraiment quelque chose d'assez spécial en termes pour vraiment l'univers de jeu de rôle, et en plus, je pense que on va arriver à créer des personnages assez diversifiés facilement, en fait, avec toutes les polarités que tu as fait. Alors, on revient avec Sandy Vonian qui a refait une autre question. J'aimerais bien savoir comment elle organise son travail d'écriture. Est-ce qu'elle suit des phases préparatoires? Comment elle fait pour gérer les différents personnages et leur donner une identité propre qui soit respectée au fil de l'histoire? Ça, on en a parlé du coup. Alors, Mais sinon, comment j'organise mon travail d'écriture? voilà. Bah, ça dépend quand même des projets pas mal en fait. De Mhm. combien de temps j'ai pour écrire, de la durée. Voilà. Donc le demi-loup, je m'étais un peu plus lancée sans filet, et puis après j'ai resserré, j'ai étoffé et tout. Là, loin des immeubles, j'ai fait un gros travail préparatoire de recherche, de world building. Oui, c'est ça, il y a quand même enfin, tu te renseignes, c'est-à-dire tu vas chercher un peu des cultures sur des trucs, tu te dis vas-y, Oui, voilà, c'est comment. ça. Ouais, d'accord. Problème. Donc, ce que je fais exactement aussi en tant que maître du jeu, quand je vous racontais une histoire, par exemple, j'ai des joueurs là qui sont dans une ambiance un peu hindoue, bah, je me suis plongé dans la mythologie. Quitte à s'en éloigner ensuite, mais juste pour avoir le ton, on va dire, l'ambiance, le style, etc., le comment, pourquoi. D'accord, ok. Et après, pour gérer les différents personnages, on en a parlé. Alors, Caracol, qui est un de mes modérateurs Discord, intègre-t-elle des avis politiques personnels dans ses romans, féminisme, écologie, etc., ou détache-t-elle complètement ses romans de ses opinions réelles? Point d'interrogation. C'est une question très intéressante. C'était pas fini peut-être. C'est pas fini. Enfin, il a juste mis un addendum en parenthèse. On en voit de plus en plus d'engagement dans le JDR. Je me demande donc s'il est de même pour la littérature. Je peux pas répondre pour les auteurs de littérature. Et c'est une question très intéressante. Je pense que quelqu'un qui lit mes bouquins dans leur intégralité a pas trop de mal à se faire une idée de quel bord je vote et de un certain nombre de mes avis politiques. Après, j'essaie d'être prudente et de faire que les personnages soient pas des porte-paroles. D'avoir des personnages qui vont faire des trucs avec lesquels je vais pas être d'accord. Et parce que je pense que c'est un petit peu... Bon, peut-être juste ça m'intéresse pas beaucoup en fait. Oui. Dans Milou, il y a plein de personnages féminins forts et complexes qui font probablement autant plaisir aux féministes que et en même temps vont avoir des actions et des choix qui feraient hurler aussi tous les féministes. Enfin, voilà, et donc aucun personnage n'est vraiment pour moi un porte-parole en fait. Je trouve qu'il faut faire attention avec ça, mais ça veut pas dire que la fantasy n'est pas un lieu de politique en fait. Mais pas du tout. Parce que pendant un temps, il y avait un peu cette dichotomie, la science-fiction fait de la politique, limite c'est des essais de politique, et la fantasy c'est apolitique. Non, je pense pas, il y a aucune raison. Mais je trouve que c'est un peu plus fort si... De toute façon, c'est pas notre monde, c'est pas nos repères, c'est pas... oui, voilà, c'est ça. C'est pas notre système politique, c'est pas nos modèles familiaux et de genre, c'est pas notre modèle écologique, donc de toute façon, on peut pas plaquer. Donc c'est pas forcément pertinent d'essayer de trop plaquer, vu que eux, ils vivent des choses et qu'ils ont pas les mêmes enjeux, pas les mêmes besoins, pas les mêmes repères. Donc faut savoir faire des analogies et faire comprendre au lecteur les liens qu'il pourrait tirer, les parallèles qu'il pourrait tirer. Mais voilà, faire des personnages discours, c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant. Mais bien sûr qu'après une œuvre se doit d'avoir une valeur et un sens politique par ailleurs. Oui, ça, il peut y avoir un message quand même derrière sans pour autant être militant. Bien entendu, mais je pense que ça doit passer par autre chose que juste un personnage et le rapporteur de mes idées à moi. Mais ça c'est vrai. Ça c'est après bon, ça c'est un piège qui est, on va dire, comme tu dis, tu fais toujours attention et tout, mais c'est vrai que on peut facilement tomber dans ce piège-là, un petit peu d'en faire porte-parole vraiment des idées, ou du moins porter un peu plus au nu le personnage qui est vraiment en accord
Vraiment, ou retomber encore une fois dans ce que je disais au départ, la Marie-Sue, on va dire vraiment En de fait, faire. c'est ça, c'est-à-dire le livre dans son ensemble porte ma vision, je Mhm. pense, une vision du monde avec lesquelles je suis en accord, mais je pense pas qu'il y ait un seul personnage avec lequel je sois en accord Oui, voilà, depuis longtemps. à 100%, oui, voilà. Politiquement, Et alors du coup, tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Alors on revient avec une question de Sandy Vonian. Combien de temps il a fallu pour boucler l'écriture de chaque tome? bah, j'ai écrit ça sur 12-13 ans, donc je dirais en moyenne pour les tomes 2, 3, 4, c'était 2-3 ans par tome. Et le tome 1, je l'ai réécrit beaucoup de fois, donc je pense un peu plus. Tome qui fait, oui, c'était vraiment de 400 pages. Bon, alors je l'ai au format broché, mais c'est 400 pages, etc. Et tout, donc quand même, Ouais, c'est des morceaux. Ouais. D'accord, ok. Donc, ensuite, on a une question de Crossel. Est-ce qu'elle a suivi des formations avant de se consacrer à l'écriture? Point d'interrogation. Quelles difficultés elle a rencontrées pour arriver à publier son premier ouvrage? Alors, j'ai pas suivi de formation d'écriture, et dans tous les cas, j'avais commencé l'écriture avant même de faire mes études, et j'ai fait un master de cinéma, mais d'esthétique du cinéma, donc rien à voir avec Ah la oui, pratique cinéma. oui, c'est ça d'ailleurs, on a oublié d'en parler un petit peu. Voilà, c'était de. Non, non, oui, c'est vrai. Donc non, c'est vraiment de l'esthétique pure que j'ai fait. Et oui, bah, les difficultés, ben ouais, j'ai dû insister longtemps, faire beaucoup de versions différentes pour obtenir une version suffisamment d'aplomb et mature, Mhm. et écrire à pas mal d'éditeurs différents. Ouais, Et c'est ça, sur parce que c'est l'envoi. Du coup, on envoie le manuscrit à l'éditeur et après Ouais, qu'il bah, alors renvoie en les choses disant ont un peu non. changé, je pense, ont évolué, mais ouais, c'est ça, aller sur les sites des éditeurs, voir quel type de manuscrit ils acceptaient, l'imprimer, le poster, avec le coût que ça a à chaque fois, tant les récupérer. Euh, Et à chaque fois, oui, du ouais. coup. Et après, du coup, il renvoie en disant potentiellement ce qu'il faut changer ou c'est non direct, genre catégorique J'ai un éditeur qui s'était montré intéressé en me disant ok, mais il va falloir retravailler telle chose. Mhm. Euh, et j'ai pas eu envie de retravailler dans le sens Oui, qui qui me proposait. convenait, ça s'est pas fait avec eux. Et puis du coup, après, j'ai trouvé les moutons électriques. Mais sinon, non, la plupart, l'immense majorité donnent soit une réponse négative automatique, Oui, soit pas voilà. de réponse. De toute façon, c'est juste écrit sur le site, si pas de réponse au bout de 6 mois, laisse tomber. Ouais, voilà, d'accord. Ok. Bon, ça va dire ça a été des difficultés, on va dire, techniques. Il n'y a pas eu de Ouais, c'est difficultés majeures. il faut s'accrocher, il faut Ouais, refaire voilà. des versions, il faut pas se laisser démoraliser complètement par beaucoup de refus. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de De toute façon, il y a maisons beaucoup de d'édition. choses qui suivent, beaucoup de bouquins qui sortent, il y a un peu un embouteillage à l'entrée. Oui, voilà, c'est ça Alors, aussi. Puis bon. faut arriver à se démarquer et avoir de la chance aussi, et arriver à faire ça. Alors, du coup, voilà. Sandy Vonian qui, du coup, fait un peu une question en plus dans ce domaine. Combien d'éditeurs lui ont dit oui, mais non, merci, pour ceux qui ont répondu du moins? Ben, j'ai compté justement récemment, je pense que j'ai reçu une vingtaine de noms et une vingtaine d'absences de réponse. Ouais. Sachant Oui. que dans cette quarantaine, il y en a beaucoup à qui j'ai envoyé plusieurs versions du manuscrit. Ah oui. Mais il faut quand même dire un truc, c'est qu'à l'époque, en gros, j'allais à la FNAC, je faisais la liste de tous les éditeurs de fantasy, j'envoyais un peu à tout le monde. Maintenant que je connais un peu plus le milieu, je ferais pas du tout ça, je ciblerais vachement plus. Vraiment, j'arrosais tout le monde, quelle que soit la ligne. Pas quelle que soit la ligne éditoriale, mais de près ou de loin, j'envoyais. Oui, c'est ça. Oui. Donc il y a eu des noms, on va dire, qui étaient juste en fait simplement en termes d'architecture, enfin de. C'était perdu d'avance, quoi qu'il advienne, malgré la qualité ou autre. Non, j'ai regardé la liste et je me dis, what? J'ai envoyé à eux et à eux, mais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Oui, donc toi, tu ciblerais plus, on va dire, un peu plus des. Oui, je pense que c'est vraiment du temps et de l'argent perdu de pas cibler. En fait, faut aller voir l'éditorial, limite feuilleter les bouquins de la maison d'édition, aller voir les quatrièmes de couve, les couvertures et voir si ça correspond. Sinon, ça sert à rien. On fait perdre son temps aux éditeurs et on perd son temps à soi. Oui, voilà. En fait. C'est ça, d'accord. Donc plus, un peu plus de travail en amont de recherche pour voir qui fait quoi, qui a le. Ok, d'accord. Alors, tac. On aurait pu reprendre une question de Ader John qui a posé quel type d'édition. Alors, attention, il y a plusieurs questions en même temps. On va fragmenter. On va fragmenter. Alors, quel type d'édition a-t-elle utilisé pour publier ses romans? Compte d'auteur, compte d'éditeur ou auto-édition? C'est à compte d'éditeur, hein, clairement, c'est les moutons électriques. Parce que là, ce que tu as entre les mains, c'est la réédition poche. Chez Helios, qui est la version poche des moutons électriques. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est les moutons électriques, c'est un vrai éditeur.
Ok. Et donc, du coup, qui publie généralement quoi, du coup, les moutons électriques? C'est Beaucoup de fantasy, mais justement pas de la fantasy classique à l'ancienne, quoi, et qui vont un peu explorer des autres styles de fantasy, et puis aussi des choix, des trucs à la frontière de la SF, du fantastique et de la fantasy. D'accord, ok. Donc, il y a quand même du... Donc, c'est un peu dans cette ambiance-là, on va dire, et on peut retrouver un peu les mêmes... le même type un peu de roman ou d'écriture un peu que toi, que le tien. Oui, Donc, totalement. d'accord. Oui, totalement. D'accord. Alors, vend-elle ses romans par e-book et ou papier uniquement? Et sur quelle plateforme pour d'interrogation? Alors, les deux, hein, ils sont édités en numérique et après ils sont trouvables en librairie et sur toutes les plateformes. Voilà, vous pouvez les acheter sur la petite librairie du coin ou sur Amazon, hein, selon ce que vous préférez. Est-ce sa première série, point d'interrogation? Bah oui. Oui, voilà, qui est même vraiment la toute première qui remonte. Ah bah ça. Tac, tac, ses conseils pour de jeunes auteurs. Dit entre parenthèses, oui, c'est cliché comme question. Alors, ses conseils pour de jeunes auteurs, on va dire. Moi, le conseil que je donne le plus, c'est que, une fois qu'on a fini sa première version, le travail ne fait que commencer. Voilà. Et que c'est vraiment le truc, quand on commence l'écriture, si on est tellement content d'avoir fini son premier jet qu'on se dit « Ouais, ça y est, j'ai bien sué et c'est fini ». Non, c'est là qu'on commence à faire relire à des bêta-lecteurs, qu'on est confronté au monde éditorial, si c'est ça qu'on vise, et c'est là que faut pas avoir peur de remettre l'ouvrage là, et de reprendre, et de parfois tout jeter, de refaire. Ça, c'est voilà, pas avoir peur de retravailler. C'est malléable un texte, tant que c'est pas imprimé, on peut. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Voilà. Et un autre conseil que j'ai, c'est de pas, parce que justement j'ai longtemps pas fait ça, et maintenant j'ai changé, c'est de pas se forcer à écrire dans l'ordre. Si on sent que là, la scène qu'on a envie d'écrire, c'est le truc là, vers la fin, faut l'écrire au moment où on a envie de l'écrire, en fait, quitte à la rebouger plus tard. Parce que, en fait, si là, l'énergie, le désir, il va sur cette scène, on l'écrit. Et plutôt que de se forcer à écrire dans l'ordre et des fois buter 3 jours sur la même scène, qui à l'instant T, elle fait chier, puis en fait, ça se trouve, dans 2 mois, on aura vraiment l'idée pour rentrer dedans. Voilà. Okay, ouais, ça c'est marrant parce que, enfin, oui, je n'avais pas pensé à ça, tiens. Le truc, moi dans ma tête, moi, je ferais tout en. Je ferais tout C'est ce qui paraît plus simple, mais en fait, non, il n'est jamais trop tard pour corriger, du coup, autant faire ce qui nous porte à l'instant T. Ça doit être vraiment difficile, peut-être, on va dire, de retravailler ou de. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais refusé pour un éditeur, du coup, de retravailler, on va dire, en profondeur certains trucs. Est-ce qu'il y a des trucs quand même que tu as retravaillé, on va dire? Il y a vraiment des pans de l'histoire énormes que tu as tout bousculé, ou ça a été juste des micro-ajustements éparpillés? Pendant les premières, pour le coup, c'était pas à la demande des éditeurs, c'était quand je cherchais un éditeur, à un moment, vu qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans ce tome 1, et en fait j'ai fait appel à une amie monteuse de cinéma, qui s'appelle Anna Brunstein, et qui a pris le texte comme elle ferait avec un montage de film, en fait. Et donc on a fait le jeu des petits papiers, donc sur un post-it de chaque couleur, on a listé toutes les séquences, puis après bouger les trucs, enlever des énormes pans, pris des trucs du tome 2, et se fait des énormes parties de l'histoire qui s'attardaient un peu plus sur les petites querelles et histoires de cours des filles, qui ont leur impact sur la suite, mais qui étaient mal dosées, et puis réinjecter dès le tome 1 un peu plus les voyages du prince Eldemort. Voilà. Ah oui, donc il y a vraiment, oui, d'accord, il y a quand même eu un travail d'élagage intelligent. Des fontes, des trucs qu'on changeait complètement. D'accord, oui. Ça, je trouve quand même, ça demande beaucoup de recul. Et puis il faut accepter de bosser, quoi, en fait. Ouais, oui, c'est ça, parce que c'est rarement parfait le premier jet. Hein. Beaucoup, ma pratique du scénario en tant que scénariste à côté aide beaucoup à ça, parce qu'en fait, quand on est scénariste, on écrit un scénario de film, puis on l'envoie à une commission de financement, ils disent « Ah ouais, mais on vous donnera les sous si vous changez ça ». Du coup, on refait, puis on envoie une autre commission. Ah, mais nous, on vous donne les sous si vous changez ça. Donc, on refait encore, puis on revient à la commission qui dit ah ouais, non, en fait, on vous donne quand même pas les sous, donc rechangez encore. Et en fait, on apprend à avoir un peu d'humilité, de détachement sur son texte, et à refaire les choses plein de fois. Et je pense que ça aide aussi sur vis-à-vis du roman à se dire ok, en fait, on peut faire les choses plusieurs fois, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas son histoire au bout du compte. Potentiellement, elle est mieux, en fait, mais juste, faut refaire. Est-ce que tu aussi, tu as posé une question qui est de moi, du coup, à laquelle je pense maintenant. Est-ce que tu dis que le cinéma, ça te sert un peu, mais là, plus sur le côté découpage technique et autres, mais plus dans le terme d'écriture, on va dire. Est-ce que tu vois un peu certaines scènes, un peu comme des scènes de film, et après que tu les retranscris à l'écrit, on va dire Alors,
Ça aide à avoir un côté visuel, à pas Mhm. oublier le fameux show don't tell. Ah, voilà. Voilà, d'avoir toujours en tête que c'est quand même agréable souvent pour le lecteur et pour toi en tant qu'auteur de voir ce qui se passe dans la scène et que ce soit pas juste un dialogue. Non, là où ça me sert aussi, c'est que l'écriture de scénario, c'est quelque chose. On est toujours un peu à l'économie. On fait pas plein de scènes pour le fun de faire la scène et de faire un film de 4 heures. Donc, du coup, c'est un peu apprendre. Quand on écrit un scénario, on apprend à empiler les couches. Donc, chaque scène, elle va faire progresser la psychologie des personnages, les relations entre les personnages, montrer, avancer l'intrigue pure, montrer le background autour, rajouter un peu de bonus, on va dire, d'ambiance, et on superpose les trucs. Et on fait pas une scène de relation, une scène de psychologie, une scène de background, sinon c'est interminable. Oui, voilà. Et on peut permettre dans une économie de cinéma. Et en fait, avoir cette logique-là d'empiler les couches en littérature, et ça permet quand même d'avoir des scènes un peu plus riches, où dans la même séquence, ben, il va se jouer plusieurs trucs à plusieurs étages. Et on va à la fois découvrir tel endroit, telle tradition, telle action, tel personnage, telle interaction. Voilà. D'accord, oui, quand même, oui. Un aspect un peu cinématographique quand même dans l'écriture, dans la manière de faire et tout. D'aller un truc d'efficacité un peu et de visuel. D'accord. Mais ça, c'est vrai que ça se ressent pas mal aussi, d'un coup, un petit peu le. Et à côté, voilà, l'efficacité, je dirais même un peu d'efficience aussi sur le truc de. On optimise un peu, on va pas s'attarder trop longtemps sur certaines choses. Tac, tac, tac. C'est consommé. T'as fait des études. Alors, bon, là, on a un peu répondu. On a répondu à ça. T'as fait des études en rapport avec l'écriture ou c'est parti d'une passion. Bon, ça. J'ai répondu. On a répondu. Gagne-t-elle sa vie avec ses romans ou doit-elle continuer de travailler à côté? Pour l'interrogation, et c'est la dernière. Bah, c'est mon travail. Hein, C'est son travail. mon travail. Je gagne pas très bien ma vie, hein, faut pas déconner. Je Oui, pense que je suis largement en dessous du SMIC en termes de revenus annuels. Mais, ne vis pas dans un château. Voilà, je vis pas dans un château, mais je vis pas seule. Et puis deux, bah, ça me va comme ça en fait, parce que j'ai rien envie de faire. Donc, oui, ça, c'est la passion aussi. Voilà, c'est ça le truc aussi, un peu voilà, le truc. j'ai aussi beaucoup de liberté dans ma vie, mais oui, Voilà. c'est mon métier. Genre. C'est surtout aussi le terme de liberté, parce que je me suis fait la réflexion un peu aussi pareil, avec j'ai fait mes jeux de cartes, etc. C'est un peu le même acabit en termes de gains, etc. Mais d'un côté, je me dis que je paye le fait déjà de faire ce que j'aime beaucoup, Bah, c'est peut-être ça, ouais, de pouvoir me lever à des heures où bon, bah, je me lève pas à 6h du mat pour faire un truc très pénible, ou des trucs comme ça. Donc bon, il y a ça se paye d'une certaine manière, on va dire, à la fin. C'est ça. Voilà, bon, bah, du coup, là, voilà. Donc, c'était la dernière question des abonnés. Je pense que là, on a bien couvert. Est-ce qu'il y a un sujet de dernière minute comme ça qu'il faut soulever ou tout est bon, tout a été vu? Tout est bon. Non, moi ça va, c'était cool, c'était intéressant. Bah, très bien, mais merci beaucoup. Du coup, bon, on va se retrouver un peu en off. Je vais juste couper la vidéo. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé la vidéo. Donc, comme d'habitude, voilà. Donc ça, c'est la vidéo complète. Si vous n'avez pas vu la vidéo courte, elle est juste avant cette dernière. Je vous encourage à aller la voir. Et aussi, bien évidemment, à vous plonger dans l'univers de Chloé Chevalier. Et que ce soit pour les romans qu'elle a déjà écrits ou pour les romans à venir, vous retrouverez tout ça justement dans les liens de la description. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je vous fais de gros bisous. On vous dit à tous les deux au revoir à tous. Et puis, à fort bientôt en tout cas.